m'appelle France Melville. Je suis la directrice actuelle de la Maison des étudiants canadiens et je voudrais souligner la présence de personnes que j'apprécie et qui ont à cœur la Mecque. L'honorable Stéphane Dion, ambassadeur du Canada auprès de la France et de Monaco et envoyé spécial auprès de l'Union européenne et de l'Europe. L'ambassadrice du Canada auprès de l'UNESCO, Mme Geneviève Monnier. Le président de la Fondation nationale de la Cité internationale universitaire de Paris, M. Jean-Marc Sauvé. Le président du comité au Canada de la Maison des étudiants canadiens et vice-président du conseil d'administration de la Mecque à Paris, M. Robert Panérémont. La ministre conseillère pour les affaires politiques, culturelles et la francophonie à l'ambassade du Canada en France, Mme Hélène Viau. Le ministre conseiller aux affaires économiques et commerciales et délégué commercial principal, M. Jean-Philippe Dadji, le directeur du Centre culturel canadien, M. Marc-Antoine Dumas, les membres du conseil d'administration, Mesdames Christine Buteau et Louise Richard, ainsi que Messieurs Philippe Casgrain, Carl Panérémont et Martin Richard. Monsieur Philippe Zeller, président de l'Institut France-Amérique et plus spécifiquement de l'Institut France-Canada, ancien ambassadeur de la France au Canada. Madame Lise Lefebvre-Guéry, vice-présidente honoraire de France-Amérique et secrétaire générale de l'Institut France-Canada de la section canadienne. Monsieur Laurent Schneider, président de la conférence des directeurs. Mesdames et messieurs les directeurs de maison de la Cité internationale universitaire de Paris. La présidente du comité des résidents de la Mecque, Mme Paulina Petrova-Tchekova, les anciens présidents du comité des résidents de la Mecque, M. Jean-François Houle et M. Oscar Lange, les membres du comité des résidents de cette année, chers résidents, chères résidentes, chers alumni. Je vous remercie de votre présence ce soir et je vous souhaite la bienvenue à la Maison des étudiants canadiens en cette superbe journée printanière. Mais avant de vous présenter notre premier invité, je souhaiterais faire une annonce. En ma qualité de directrice et hôte de cette soirée, j'exempte tous ceux qui prendront la parole des salutations protocolaires, celles-ci ayant déjà été prononcées. Pour introduire cette soirée, permettez-moi de céder la parole à un allié indéfectible de la Mecque, l'honorable Stéphane Dion, ambassadeur du Canada. Monsieur Dion, à vous. Merci France et merci de m'autoriser à me joindre à toutes vos salutations. Et simplement peut-être dire pour m'assurer qu'on n'oublie vraiment personne, chers amis du Canada et de la France. Le 30 octobre 1925, 30 octobre 1926, est née la Maison des étudiants canadiens, en bonne partie grâce aux efforts de deux hommes dont il faut rappeler la mémoire. Un homme d'action, le haut-commissaire Philippe Roy, et un homme généreux qui a offert son soutien financier, le sénateur Joseph Marcellin Wilson. Deux hommes de vision. S'ils étaient parmi nous, combien ils seraient fiers de constater à quel point leur œuvre s'est épanouie, devenant un tel phare pour l'éducation, la culture et l'amitié. Quand cette maison a vu le jour, elle était l'une des premières de la Cité internationale universitaire de Paris, laquelle fête cette année son centenaire. Voilà donc bientôt un siècle que la Maison des étudiants canadiens enrichit la Cité internationale universitaire de Paris autant qu'elle est enrichie par elle. Alors que nous nous préparons à célébrer le centenaire de la Maison des étudiants canadiens, mesurons son impact profond sur la vie de milliers de jeunes gens. Il y a un seul lieu dans le monde où les jeunes Canadiens se retrouvent ensemble à l'étranger dans un milieu francophone, en compagnie d'autres étudiants venus d'ailleurs dans le monde, pour vivre non pas un court moment, mais une étape cruciale dans leur vie. Et c'est la Maison des étudiants canadiens. Cette expérience les marquera pour le reste de leur existence.
Elle décidera en bonne partie de leurs études, bien sûr, de leur carrière, mais aussi de leur formation culturelle, de leurs choix moraux, de leur conception de la vie en société, de leur réseau d'amis et parfois aussi de leur vie amoureuse et familiale. Ces jeunes gens, forts de cette expérience humaine exceptionnelle, irriguent par la suite le Canada de leurs talents, de leurs rêves, de leurs ambitions et de leur connaissance du monde. Peu de Canadiens le savent, mais les Canadiens sont un peu plus forts, mieux outillés dans le monde, grâce à une certaine maison de Paris. On peut toujours compter sur la Maison des étudiants canadiens, en temps ordinaire comme en temps extraordinaire. Si nous avons vécu des Jeux olympiques et paralympiques 2024 extraordinaires, une aventure humaine exceptionnelle, c'est en partie parce que la Maison des étudiants canadiens était là. Elle a répondu présente quand il s'est agi d'accueillir les bénévoles, les familles des athlètes, les agents chargés de la sécurité, etc. Oui, la Maison des étudiants canadiens a répondu présente, et elle répond toujours présente quand le Canada a besoin d'elle. La Maison des étudiants canadiens, c'est aussi un lieu de culture, cette dimension essentielle de la vie qui nourrit les sens et l'esprit. C'est un feu roulant d'activités artistiques à longueur d'année, avec des éclats dans les moments forts, comme lors du sommet de la francophonie ou lors des Jeux paralympiques, alors que vous avez offert la première d'Albertine en 5 temps, la version opéra de l'une des œuvres les plus jouées de Michel Tremblay à travers le monde. Alors voilà ce qu'a représenté la Maison des étudiants canadiens pour tant de générations. Et voilà ce qu'elle représentera encore pour les générations à venir. Pour maximiser les chances que ces expériences profondes, vécues par tant de jeunes, soient aussi positives que possible, il faut que la Maison des étudiants canadiens soit bien tenue et bien entretenue. Pour entretenir une maison, des fondations à la plomberie, il faut y investir. Cela suppose qu'on se rappelle et qu'on s'inspire de la générosité du sénateur Joseph Marcellin Wilson et de tous les donateurs qui l'ont suivi. Sans eux, rien n'aurait été possible. Je ne doute pas que la générosité et la vision d'hier est encore bien vivante aujourd'hui. Alors, vive l'équipe de la Maison des étudiants canadiens, les membres du comité au Canada, les membres du conseil d'administration et tout le personnel de cette maison qui assure sans relâche l'accueil des résidents, qu'ils soient étudiants, professeurs, chercheurs ou stagiaires. Vive la toute dévouée et incomparable directrice France Mainville. Vive le président Robert Panet-Raymond qui termine son premier quart de siècle au service de la maison. Mesdames et messieurs, donnons à cette formidable équipe les moyens de perpétuer une grande tradition séculaire, de transmettre l'idéal d'ouverture au monde dont elle est porteuse pour les générations à venir. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, pour cette mise en contexte et pour votre enthousiasme envers le projet MEC-Avenir. J'inviterai maintenant M. Robert Panet-Raymond à vous adresser quelques mots. Merci, France. Alors, chers résidents de la MEC, chers amis de la MEC, tout d'abord, je tiens à remercier M. l'ambassadeur pour son vibrant plaidoyer en faveur de la Maison des étudiants canadiens. J'espère d'ailleurs que le texte nous sera disponible et accessible. Merci. Parce que c'est une façon novatrice de présenter l'œuvre de la MEC. Et j'en profite pour dire aux gens qui sont présents ici ce soir, nous sommes très chanceux à la Maison des étudiants canadiens d'avoir comme président du conseil d'administration un si grand ami de la MEC, un si grand soutien de la MEC. C'est pas évident parce qu'un ambassadeur du Canada en France est, a priori, avec des responsabilités envers l'ensemble de l'Europe qui lui sont confiées par le premier ministre. Évidemment, l'ambassadeur a un agenda extraordinairement chargé
Mais tantôt, il disait, la maison répond présent. L'ambassadeur répond présent également à chaque fois que nous avons besoin de lui. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, France m'a demandé de parler d'un projet qui s'intitule « MEC Avenir ». C'est un petit peu paradoxal qu'on ait demandé aux doyens de parler d'un projet d'avenir. Et remarquez, et je m'adresse aux résidents et aux résidentes, je n'ai pas toujours été un doyen. J'ai été moi aussi un résident étudiant comme vous tous. Je ne sais pas ce qui est arrivé au fil des années. Tous ceux qui étaient autour de moi sont disparus, sont passés à autre chose, ce qui fait qu'on devient le doyen par défaut en étant celui qui t'offre le plus longtemps. Bon, alors, on est ici au salon Wilson, on l'a rappelé, du nom de notre fondateur, le sénateur Joseph Mançonnet-Wilson. Et pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai aucun mérite d'être ici comme président, c'est parce que c'était mon arrière-grand-père. Et dans son testament, il avait prévu non, c'est pas vrai. Alors, ce salon, il a été entièrement refait en 2006, à l'occasion des derniers grands travaux qu'on a fait à la Mecque dans les années 2005-2006. On avait alors installé pour la toute première fois des blocs sanitaires dans chaque chambre et chaque studio. On avait acheté un mobilier complètement neuf, refait l'espace Ostiguy à l'étage, créé le salon Panéraimon dans ce qui était l'ancienne entrée, d'où la configuration un peu bizarre, c'était l'entrée, parce que les architectes à l'époque avaient suggéré de remettre l'entrée de ce côté-ci, côté jardin, comme c'était à l'origine de la maison en 1926. On a aussi installé un ascenseur, j'allais l'oublier, mais pourtant, pour ceux qui montaient au 4e avant avec les valises, c'est une amélioration appréciée. Pour réaliser ces travaux, on avait obtenu une subvention ponctuelle du gouvernement du Canada, et j'en profite pour dire que la Mecque ne reçoit aucune subvention opérationnelle récurrente, ni du gouvernement du Canada, ni du gouvernement du Québec. Elle doit faire ses frais de façon autonome. Mais en 2003, le premier ministre Jean Chrétien était venu avec l'ambassadeur du Canada à l'époque, qui était Raymond Chrétien, son neveu d'ailleurs, pour annoncer une contribution à laquelle le Comité au Canada avait rajouté une somme conséquente aussi pour permettre de réaliser les travaux. Ils avaient duré 11 mois. Et bien sûr, la Mecque avait été fermée pendant ce temps-là. Mais ça, c'était il y a bientôt 20 ans. Et comme l'ambassadeur nous l'a rappelé, la maison doit être entretenue. Et il est temps de passer à un nouveau projet qui se décline en 3 composantes. La première, la moins excitante de toutes, c'est que notre chaufferie arrive en fin de vie. C'est quelque chose de plus plate que d'avoir à remplacer une chaufferie. Mais il faut le faire, parce que si on est en train de prendre une douche et que tout à coup on manque d'eau chaude, là, on ne va pas apprécier du tout. Alors, ça c'est le premier projet, mais il y a quelque chose d'excitant qui se greffe à ça. C'est qu'on va étudier la possibilité d'utiliser la géothermie pour une bonne partie de l'énergie requise dans ce bâtiment. Alors imaginez si on pouvait remplacer des combustibles fossiles par une simple boucle de fluide qui circule du fond de la Terre jusqu'à la maison. C'est un fabuleux projet et notre architecte et des maisons d'études vont valider dans les prochaines semaines, les prochains mois, si c'est possible ou non d'utiliser la géothermie. Mais qu'on le fasse ou non, il va falloir remplacer la chaufferie malgré tout. Désolé. Deuxièmement, on aimerait bien rendre les chambres plus fonctionnelles. Les besoins évoluent au fil des années. Je répète que la dernière fois, ils ont été refaits il y a 20 ans. Les blocs sanitaires, ils ont vieilli. Ils sont très difficiles à entretenir. Il faudrait les remplacer complètement. Le mobilier doit être revu. On nous demande d'ajouter aussi un minimum d'équipement qui permettrait de prendre ou de se faire aux résidents, résidentes, un repas léger en chambre. Alors, micro-ondes, plaque chauffante peut-être, mini-frigo. Et remarquez que ça ne remet pas en cause des institutions très importantes de cette maison et des autres maisons de la cité d'ailleurs, qui sont les cuisines collectives. Parce qu'il n'y a rien de plus phénoménal que de voir un groupe de résidents se réunir pour manger ensemble, chacun apportant une spécialité de son pays, la discussion pour refaire le monde se poursuivant jusqu'à ce que l'heure de tomber fasse en sorte qu'il faut fermer la cuisine tard le soir. Et donc, on doit refaire aussi, essayer de voir si on ne peut pas introduire quelques équipements de cuisine dans les chambres.
Très important aussi d'améliorer l'isolation thermique, ce qui va permettre d'avoir un meilleur bilan éco-énergétique. Et nous devons ajouter un certain nombre de nouvelles unités, d'autres unités, pour les personnes à mobilité réduite. Jusqu'à maintenant, ces deux projets qui sont peut-être dans la catégorie « il faut le faire ». Il faut faire la chaufferie, il faut améliorer nos chambres. Troisième projet, lui, ça, c'est novateur. Ça, c'est nouveau. Alors, on aurait voulu augmenter le nombre de chambres. On a regardé les possibilités d'ajouter des étages sur les ailes. Pas possible. Il faut faire la structure complètement impensable. Si on le fait à l'intérieur, on déforme tout. Si on le fait à l'extérieur, ça va être ridicule. Bon. On a essayé aussi, parce qu'il faut dire que avec la direction de France, on a maintenant tellement de demandes qu'on manque de place. Donc, on aimerait ça avoir plus de chambres. On a essayé d'aller latéralement. Impossible, parce que tout le tour ici, c'est zoné vert, littéralement à 1 mètre du pourtour de la maison. Donc, impossible de construire latéralement. Alors, on ne peut pas construire en haut, on ne peut pas construire en bas. On va aller en bas. Et on a un projet en bas, ici, sous la terrasse, de construire un espace culturel qui comporterait une salle pouvant accueillir 120 personnes pour des présentations culturelles. Alors, ça se ferait exactement en dessous, ici. Je remercie l'architecte Laurent Pratt, son associé et l'équipe d'Evenflow. Ils sont ici ce soir. Voilà, là-bas, merci. Qui, en plus de faire les plans de conception de cet espace, on a fait aussi des plans pour la mise à niveau de toutes les chambres. Et très important, il a piloté la demande de permis auprès de la ville de Paris pour cette construction. Parce que, il faut savoir que c'est devenu extrêmement restrictif dans Paris, on se croirait à Montréal, en pire. Et c'est pas donné d'avance d'avoir un permis pour faire une construction, même en sous-sol. Nous avons obtenu le permis. Il y a un délai d'affichage de 2 mois. Et Florent vient de me confirmer tantôt que ce délai est expiré. Il n'y a pas eu de contestation du permis. Donc, il est valide. Il est valide pour 3 ans, rétroactif au mois de novembre, je pense, dernier. Alors, bravo et merci. Vous allez voir d'ailleurs tout ça dans une vidéo tout à l'heure. Fort bien, ça c'est ce qu'on veut faire. Ça va coûter combien? Vous comprendrez qu'un ancien banquier comme moi pose ce genre de questions. Bien, ça va coûter environ 11 millions d'euros. Alors, évidemment, dans un premier temps, en bon gestionnaire, on a calculé, il faudrait qu'on augmente. Oui, c'est ça. Il faudrait augmenter les redevances des résidents et des résidentes de combien pour couvrir 11 millions d'euros? Non, pas de panique. Non, on a trouvé une autre solution. Alors, comme d'habitude, le Comité au Canada a répondu présent là-dessus aussi. Et le Comité au Canada a déjà convenu, dans une réunion de son conseil d'administration, d'offrir une contribution en hauteur de 4 millions de dollars canadiens. Et alors là, si je passe des euros aux dollars canadiens, c'est à peu près 15 millions de dollars canadiens. Donc, il y a 4 millions déjà offerts par le Comité au Canada. Pour les 11 millions qui lancent, bien, on lance ce soir. On lance ce soir la campagne de levée de fonds. Oui, il faut le dire, il y a une demande auprès du gouvernement canadien, qui a d'ailleurs été pilotée par l'ambassadeur. Vous comprendrez qu'en pleine période électorale à l'heure actuelle, le gouvernement ne fait que les affaires strictement courantes. Il faut attendre la fin de l'élection du 28 avril, la mise en place d'un nouveau gouvernement, et on verra à ce moment-là si on peut relancer notre demande. Plusieurs demandes ont aussi déjà été déposées auprès de fondations et de grandes entreprises. D'autres sont en cours de préparation. Au conseil d'administration de la MEC ce midi, de nouvelles suggestions ont été faites. Une personne a été engagée à temps partiel pour appuyer cette campagne de mécénat. Donc, nous sommes en marche. Et évidemment, vous pouvez, vous tous ici, contribuer. Des outils ont été mis en place. D'abord, allons-y pour la technologie. Sur le site web de la MEC, il y a maintenant un beau bouton rouge, « Faire un don ». Et on n'a qu'à appuyer dessus, c'est merveilleux. Même des gens comme moi sont capables de faire ça. Paf! Ça s'ouvre et on peut faire un don. Et merveille, parce que nous sommes en France, nous avons des donateurs canadiens aussi. Alors, si vous êtes au Canada, non, comment c'est possible? Si vous êtes en France et que vous appuyez, vous allez pouvoir faire un don en euros et obtenir un reçu fiscal français qui vous permettra de déduire cette somme de vos impôts en France. Mais si vous le faites au Canada, clac! Autre petit crochet, vous pouvez faire le don en dollars canadiens
et vous allez avoir un reçu fiscal du gouvernement du Comité au Canada, pardon, mais admissible contre les impôts canadiens. Par contre, si vous faites un don en dollars US, c'est refusé. Également pour les roubles. Bon. Alors, deuxièmement, une assez magnifique brochure a été faite. La voici. Vous allez pouvoir en recevoir une en quittant tout à l'heure. On va pas vous donner maintenant parce que c'est compliqué de la tenir d'une main, un verre de l'autre et puis une bouchée de la troisième main qu'on n'a pas. Donc, vous la prendrez à la sortie, s'il vous plaît. Et vous allez voir aussi des codes QR pour ceux qui sont technologiquement avancés. Paraît-il qu'on met notre caméra devant comme ça, notre téléphone, et puis ça marche. Et ça ouvre là aussi sur la possibilité de faire un don. Donc, on compte sur vous. Vous qui êtes présents, pour contribuer, mais aussi, peut-être plus important encore, vos amis, vos connaissances. Parlez-en, parlez de la Mecque. France va revenir tantôt avec des informations complémentaires là-dessus. Et si vous connaissez un parent ou un ami qui œuvre ou un rôle de responsabilité auprès d'une grande société, d'une grande fondation, si cet oncle auquel vous n'avez pas parlé depuis longtemps est rendu président de X ou Y, c'est le temps de leur reparler de la Maison des étudiants canadiens, parce que là, on aurait besoin d'un premier gros don significatif qui accoterait, en bon québécois, le don du Comité au Canada et qui nous amènerait tout de suite à peu près aux 2/3 de la somme. Alors voilà, je vous remercie de votre attention. La campagne est maintenant ouverte. Bon succès à la campagne MEC à venir. Alors, merci pour l'enthousiasme, Robert, qui est ta marque de commerce. Maintenant, laissons la place à la présentation du projet MEC à venir.
si vous saviez comment j'étais nerveuse à la diffusion de cette vidéo. Merci Florent de t'être plié à toutes mes demandes, incluant de grosses discussions sur la musique. Et j'ai vu tout le monde taper du pied, donc je pense que nous avons bien choisi la musique. Donc, merci beaucoup. À la sortie, on va vous remettre la brochure et un sac de la Mecque en souvenir de cette soirée. Mais avant, on a encore des petites surprises pour vous, si vous me le permettez. Étudiante en master d'ingénierie biomédicale à l'Université de Paris-Cité, elle est une femme dynamique et motivée. Cette année, elle a brillamment relevé le défi de présider le comité des résidents et des résidentes de la Mecque. Je cède à présent la parole à Mme Paulina Petrova-Tchekova. Merci beaucoup, France. Magnifique vidéo. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, chers amis de la maison, c'est avec une immense joie et une émotion sincère que je vous souhaite la bienvenue ce soir à la Maison des étudiants canadiens, notre maison à l'aube de ses 100 ans. La Mecque n'est pas seulement un lieu de résidence. Elle est un repère, un écrin de diversité, un carrefour de culture, d'idées et de rêves. C'est ici que se rencontrent les histoires de jeunes Canadiens venus de 4 coins du pays et parfois même du monde entier pour vivre, apprendre et surtout grandir. Cette soirée est très spéciale car elle marque le lancement de notre grande campagne de financement, une campagne tournée vers le futur que nous avons baptisée Mecque Avenir. À travers ce projet, nous souhaitons préserver l'héritage unique de la Mecque tout en réinventant pour les générations à venir. En tant que président du comité des résidents, je suis témoin chaque jour de la manière dont notre maison transforme des trajectoires. Elle offre bien plus qu'un toit. Elle offre un espace pour rêver, pour créer, pour se relever et tisser des liens qui marquent une vie entière. Ce soir, nous faisons appel à vous, à votre mémoire, à votre attachement à la Mecque, à votre envie de voir ce lieu continuer de rayonner dans les siècles à venir. Votre présence ici est un acte de soutien. Votre engagement, c'est un pont entre nos pas d'hier et notre vision de demain. Je tiens à remercier chaleureusement Mme France Méville, notre chère directrice, pour sa vision, sa force inébranlable et son dévouement sans faille. Merci également à M. Robert Panet-Raymond, dont l'engagement a été déterminant dans la mise en œuvre de cette campagne, ainsi que l'adjoint à la direction, M. Mauricio Fernandez et toute l'équipe de la Mecque. Et surtout, merci à vous qui portez cette maison dans votre cœur. Ce soir ensemble, nous faisons un pas vers l'avenir, un avenir où la Mecque continuera d'être ce lieu de lumière, d'inclusion et d'épanouissement. Merci infiniment. Merci Paulina pour ces propos, ça me touche toujours beaucoup. Écoutez, je suis un peu gênée, mais Laurence vient m'informer qu'un invité surprise a demandé la parole. Je suis sincèrement navrée de cette interruption, mais je vous prie d'accueillir parmi nous notre fondateur de la Maison des étudiants canadiens, le sénateur Marcellin Wilson. Bonsoir Marcellin. Je me permets de t'appeler par ton prénom parce que je te tutoie, parce que je te côtoie tous les jours. Je vois ton portrait et j'ai vraiment l'impression que tu m'inspires. J'ai vraiment l'impression qu'on a une vraie relation de proximité qui s'est établie entre nous. C'est une impression partagée, France. Je suis très heureux d'être parmi vous, en présence de l'honorable Stéphane Dion. Et je te remercie, France, de me laisser vous dire, moi aussi, un petit mot. Cela fait un bon bout de temps que j'observe l'évolution de la maison depuis là où je suis présentement. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure occasion que ce soir pour y aller moi aussi de mon petit commentaire. J'aimerais déjà vous dire que je suis extrêmement fier de voir que notre Mecque est toujours debout et qu'elle est tenue, qui plus est, par mes propres descendants. Je salue par ailleurs en passant mon arrière-petit-fils, Robert Panet-Raymond, ainsi que mon arrière-arrière-petit-fils, Karl Panet-Raymond, qui sont présents avec nous ce soir. Alors, Marcellin, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ta maison aujourd'hui? Comment tu la trouves? J'y viens, France. Tu vas introduire pour mes 166 ans.
Je disais donc que je suis très heureux de voir ce que devient le magnifique projet porté par André Honorat, le fondateur de la Cité internationale, ainsi que par mon cher ami Philippe Roy, le commissaire général du Canada en France à l'origine de notre chère maison. Il est bon de voir que cette belle idée fondatrice de paix et de vivre ensemble est toujours d'actualité au sein de ces murs. Et je suis tout aussi heureux de constater que notre castor national est toujours présent dans le grand corridor. Il est là depuis 1926, soit avant même la fondation de notre ambassade en France. Ensuite, ma chère France, je tiens à souligner la vitalité de la Mecque au niveau social et culturel, et en particulier depuis ces dernières années, malgré l'épreuve de la récente pandémie, des guerres et de toutes les instabilités politico-économiques. Félicitations à vous tous, je suis fier de vous. Que ce dynamisme porté par cette belle jeunesse puisse se poursuivre encore tout au long des 100 prochaines années. Bien, merci Marcelin et à bientôt, j'espère. Bon, eh bien, je vais me coucher. Bonne soirée à tous. Bon changement. Alors, je remercie toute l'équipe de la Mecque pour s'être pliée à toutes ces folies, à l'organisation de cette soirée et à être sensible à la demande de dernière minute du sénateur. Il nous était, vous comprendrez, impossible de passer sous silence sa requête qu'il a formulée. À l'aube de ces 100 ans, nous voulions vous en dire un peu plus sur la programmation du centenaire, mais ça sera pour une autre fois. Ce sera dévoilé en temps et lieu plus tard cet automne. Mais nous avons une surprise pour vous, une première. Maxime Poignard, résident de la Mecque et coordonnateur d'un projet très particulier, c'est-à-dire un 100 histoires de la Mecque, un défi d'écriture des histoires des résidents, des alumni, des membres du personnel, des directeurs et directrices qui ont habité la Mecque. Laissons-le nous raconter, vous dévoiler l'une de ces histoires. Bonsoir à tous. « 1954, l'organiste. Bernard Lagacé est décédé le 11 février 2025, à l'âge de 94 ans. Ce grand musicien et professeur aura marqué l'histoire de la musique en jouant notamment en concert à 2 reprises l'intégrale de l'œuvre d'orgue de Jean-Sébastien Bach sur l'orgue Becquerel de l'église de l'Immaculée Conception à Montréal. Intégrale qu'il a également enregistrée sur l'étiquette québécoise Analecta. Moins d'1 an avant de s'éteindre, ce grand interprète eut un échange téléphonique avec sa fille, Isolde Lagacé, directrice émérite de la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal et ancienne directrice du Conservatoire de musique de Montréal. Malgré l'élocution difficile due à sa grande faiblesse, cet amoureux de la langue française, comme il l'a toujours été, a fait d'immenses efforts pour s'exprimer et prononcer les mots le mieux possible. Il lui aura notamment parlé de la Maison des étudiants canadiens, où il a vécu de 1954 à 1956. Nous avons ainsi eu l'immense privilège de recevoir le témoignage, via sa fille, de ses ultimes souvenirs de la Mecque. Souvenirs de Bernard Lagacé relatés par Isolde Lagacé. Quand j'ai évoqué avec lui les souvenirs de la Maison des étudiants canadiens, la première chose qu'il m'a dite est combien le lieu était beau, et qu'il se rappelait de la qualité des matériaux à l'intérieur et du confort. Il faut dire que mon père vient d'une famille nombreuse. Ils étaient 13 enfants vivants, et de parents cultivateurs. Il a partagé son lit avec 2 ou 3 de ses frères durant la majeure partie de son enfance, et je crois qu'on aurait du mal aujourd'hui à imaginer les conditions de vie aussi basiques que celles qu'il a connues. Cela dit, il n'a jamais été malheureux. Son père, un homme remarquable, et sa mère, une femme dévouée et généreuse, se sont assurés du bien-être de tous leurs enfants, dans la mesure de leurs moyens, évidemment. Bref, le fait d'avoir une chambre confortable bien à lui était une bénédiction, et tout lui semblait à l'époque d'un luxe extrême. Ce sont ses mots, un luxe extrême. Il m'a répété plusieurs fois qu'il gardait un excellent souvenir de ces 2 années passées là-bas.
Il m'a parlé du directeur, M. Lemay, qui remplissait très bien ses fonctions, m'a-t-il dit, et surtout des activités culturelles organisées une fois par semaine, concerts ou conférences données par des gens de haut niveau et très intéressants. Entre autres, il a mentionné la visite d'Albert Camus. Comme il était à Paris pour étudier l'orgue avec André Marchal, alors organiste titulaire du célèbre instrument de Saint-Eustache, il avait loué un harmonium avec pédalier. C'est un instrument à clavier à soufflerie que la Mecque avait accepté d'installer au sous-sol, ce qui lui permettait de pratiquer son instrument tous les jours. Son horaire était le suivant: pratique en matinée, puis quartier latin l'après-midi. Il était un aficionado de la cinémathèque qu'il fréquentait 3 ou 4 fois par semaine. Il m'a dit s'être retrouvé à côté d'Agnès Varda une fois, ce qui l'avait bien impressionné. Il est difficile de mesurer pleinement toute l'importance que revêt ce dernier témoignage, ce dernier testament oral pour l'histoire de la maison. Et il est vain de tenter d'énumérer tout ce que ce prodige de 24 ans, magna cum laude 2 ans plus tôt à l'Académie de musique de Montréal, a déjà accompli avant de venir à la Mecque. Mentionnons seulement que l'étudiant stagiaire à l'église de Saint-Eustache est déjà un grand spécialiste de l'œuvre de Bach, comme en témoigne son premier prix à l'orgue au concours de Gand en 1954, ainsi que son prix au concours international de musique de Munich en 1955. Il est alors le seul organiste canadien à avoir eu semblable distinction. Lionel Lemay mesure très vite le potentiel de ce résident pas comme les autres. Il en fait un protégé qu'il accommode et met en valeur comme il peut, à l'image de cette invitation faite le 10 juin 1956 à l'ambassadeur Jean Désy. Bernard Lagacé, organiste suppléant de l'église Saint-Eustache, lauréat du concours international de Munich en 1955, donnera un concert à l'église Saint-Eustache le mardi 26 juin à 20h45. Au programme, audition intégrale du dogme en musique de Jean-Sébastien Bach. Il demeure à la maison des étudiants canadiens où il a installé un petit orgue au sous-sol. Un petit orgue au sous-sol. Comment ne pas être touché par toute l'attention et le dévouement de ce directeur envers ce jeune étudiant, fils d'agriculteur, vivant sa grande aventure si loin de sa famille et de sa compagne Mireille. Ce musicien doué, cultivé, promis à un grand avenir. Et tout aussi émouvante, cette sobre réponse du 13 juin, envoyée au directeur par René Garneau, conseiller aux affaires culturelles de l'ambassade. Cher ami, l'ambassadeur accepte avec plaisir d'accorder son patronage au concert de M. Bernard Lagacé pour le mardi 26 juin à 20h45, à l'église Saint-Eustache. Il se fera un plaisir, ainsi que Madame Désy, d'assister à ce concert. On peut imaginer toute la fierté que peut ressentir le jeune homme, ce mardi 26 juin 1956, en interprétant l'immense compositeur allemand, dans cette église au cœur de Paris où Mozart inhuma sa mère et où repose aussi Jean-Philippe Rameau. Et il s'apprête ainsi à vivre, devant son directeur, ses camarades, son professeur, le public parisien ainsi que l'ambassadeur, l'un des grands moments marquants de sa vie. À la fin de l'été, Mireille vient le rejoindre pour poursuivre elle aussi des études musicales en Europe. De là, le couple enfin réuni part ensuite en Autriche, à Vienne. Et c'est dans cette capitale historique de la musique qu'ils étudient tous les deux, à la Haute Université de musique, avec l'organiste Anton Heiler et la claveciniste Isolde Algrim. Puis ils finissent par se marier en 1957, l'année de naissance de leurs 2 jumelles, Geneviève et Isolde. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez imaginer le trac que Maxime avait, puisqu'il en écrit 100 histoires comme ça. Il est en train de détenir tous les secrets de la Mecque, de découvrir des choses que même les fondateurs, à la limite, n'avaient même pas idée. Moi, je suis très émue et j'ai une seule règle. J'ai interdit à Maxime de raconter et de montrer ses histoires à quiconque. Je vous garde la surprise puisqu'on aura un livre de ces 100 histoires. Alors, merci à tous, aux intervenants ainsi qu'au public. Nous allons maintenant clore cette cérémonie, mais la fête n'est pas terminée. On a de la danse, on a un DJ, on a des bouchées, dehors il fait encore beau, on a du champagne, du vin. Mais avant de clore, nous allons vous dévoiler le logo du centenaire de la Mecque. Et n'oubliez pas, Mecque à venir commence avec vous. Alors faites un don. Vous avez l'occasion de le faire aujourd'hui ou plus tard, mais faites un don, aidez-nous et parlez-en surtout à tout le monde. Alors... Ta -ta 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 -ta.
maintenant, place à la fête. Bonne soirée à tous.